Aujourd'hui, tel que prévu, on va aborder des nuances qui sont, selon moi, essentielles par rapport à notre utilisation de la science et du mot science dans notre contexte d'intervenants en comportement canin ou de comportementaliste ou d'éducateur ou d'entraîneur. Parce que je trouve que souvent, on manque beaucoup de nuances et souvent, ben, c'est sans le savoir. Puis au final, ben, je pense que ça peut faire en sorte que ça transmet des informations qui sont soit erronées, soit imparfaites ou incomplètes. Aujourd'hui, ben, on va regarder ensemble comment non seulement le processus scientifique fonctionne, mais aussi comment on peut se l'approprier à titre d'éducateur canin. Parce qu'une chose qui est vraiment importante, c'est la question de la recherche, mais aussi la question de la pratique. Puis dernièrement, mais je lisais un livre sur comment réaliser des études scientifiques dans le domaine du comportement, en fait, du comportement en général. C'était sur l'analyse du comportement appliqué. Puis, dans le premier chapitre, ça introduisait à quel point c'était important que les praticiens communiquent avec les chercheurs et inversement aussi. Mais souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est que dans le domaine canin, c'est pas tout à fait ça qui se produit et je pense que c'est ça qui fait en sorte que peut-être quelques petites erreurs de compréhension. Mais ici, c'est simplement ma vision des choses. Euh, Aujourd'hui, on va voir quelques petites notions. On va voir un peu pourquoi ça peut être un piège qu'on dit la science dit que. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je dis encore moi-même, même si je trouve que c'est furieusement injuste. On va voir aussi comment on peut un peu mieux comprendre la science ainsi que ses processus. On va voir un peu c'est quoi les différents, en fait, le paradigme actuel au niveau de l'éducation canine, celui qui est le plus promu, mais on va voir aussi quelques petites incohérences. Dans le cadre de la conférence aujourd'hui, je vais vous présenter le fruit de semaines et de mois de recherche. Je vais vous offrir des sources. Je vais vous offrir aussi un petit exercice à réaliser, surtout pour nous ouvrir l'esprit sur comment les autres aussi perçoivent ce qu'on utilise comme méthodologie, comme outil ou peu importe. Aujourd'hui, ça sera pas le procès d'un outil ou de certaines méthodes d'entraînement. Le but, c'est juste de voir les choses autrement et de peut-être comparer avec d'autres données et des données qui sont beaucoup plus importantes. Qu'est-ce qu'il y en a exactement? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simone Raffa, j'entraîne des chiens depuis 2012. J'ai fondé Domaine de Maître, qui s'appelle maintenant Évolution Canine. Ça fait plusieurs années que je forme des éducateurs canins. Donc, je crois que ça fait depuis 2016 maintenant. Et si je veux passer un peu rapido sur la présentation, mais je pense que qu'est-ce qui serait le plus important à mentionner aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment un intérêt qui est marqué pour le développement d'un esprit critique, logique et scientifique dans le domaine canin. Puis ça ici, c'est pas rien, c'est pas juste quelque chose que je fais dans le cadre de mon travail, c'est-à-dire que ben si j'ai des temps libres, outre le fait de faire des formations en comportement canin, bien entendu, ben soit je lis de la philosophie, soit je lis des études scientifiques, ou soit j'écoute des podcasts par rapport à ça. OK? Donc ça fait entièrement partie de ma vie, non seulement professionnelle, mais aussi personnelle, et ce, depuis des années. Euh, Au niveau du concours d'aujourd'hui, il va y avoir une formation qui va être offerte gratuitement pour n'importe quelle personne courageuse qui va avoir resté jusqu'à la fin. Aussi, c'est possible que la formation d'aujourd'hui dure un peu plus longtemps que les autres formations offertes dans le cadre des autres journées. Je pense que j'ai peut-être 5 diapos de plus que d'habitude, donc ça devrait faire changer un peu le format. Donc, la formation qui est offerte gratuitement aujourd'hui à une des personnes heureuses et gagnantes sera la suivante, qui est le petit guide d'autodéfense intellectuelle pour les professionnels du domaine animalier. C'est une formation dans laquelle je vous apprends comment lire des études scientifiques spécialement pour le domaine canin, mais aussi dans lesquelles j'invite les gens à faire un exercice de position inverse, c'est-à-dire d'aller prendre une opinion, une hypothèse pour laquelle on est contre, qui nous défait peut-être même complètement intérieurement,
et finalement d'en trouver les meilleurs arguments et de rechercher des études scientifiques en faveur de ces arguments-là. Donc, ça nous permet parfois d'avoir un regard un peu plus posé sur qu'est-ce qu'il y en est réellement. Donc, c'est un exercice que j'avais offert dans le cadre de la formation EPIC qui était donnée auparavant. Donc, une formation pour éducateurs canins et c'était toujours, oui, fastidieux, mais révélateur pour les éducateurs qui le réalisaient. Donc, aujourd'hui, encore une fois, on a notre petit concours de partage, soit sur Instagram ou Facebook en mode public et vous avez la chance de gagner à ce moment-là une carte cadeau de 1000 $ valide sur nos formations en ligne et si jamais vous le faites avant le 31 décembre, à ce moment-là, vous avez 2 fois plus de chances de gagner. Donc, avant de débuter, c'est quoi la science? Parce que souvent, les gens mentionnent que la science, c'est comme une espèce d'entité obscure, mais qui saurait tout, alors que la science, c'est avant tout une méthode. Okay? Donc, c'est une façon de fonctionner de façon logique pour aller chercher des informations qui ont tendance à être davantage vraies suite à un processus qui est logique. Donc, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on va faire en premier temps? Et ça, vous allez voir que c'est exactement qu'est-ce qu'on fait à titre d'entraîneur, c'est-à-dire que c'est d'observer des phénomènes, par exemple, le fait de regarder des chiens interagir entre eux, de voir que, ah, ben, chaque fois qu'il y a un conflit et que le conflit se termine, ben, en fait, très souvent, les chiens vont se secouer. OK? Donc, ça, on va pouvoir venir l'observer. Par la suite, on pourrait émettre une hypothèse. Ben, est-ce que les chiens ont tendance à se secouer quand un stress aigu arrête? Et par la suite, ben, on pourrait venir tester, ajuster et répéter pour finalement avoir une hypothèse qui serait de peut-être de plus en plus la bonne, sans être la réalité. Donc, ça ici à titre d'entraîneur canin, c'est pas anodin. C'est qu'est-ce qu'on fait tous les jours et c'est entre autres qu'est-ce qui fait en sorte qu'on s'améliore au fur et à mesure de nos années d'expérience. Donc, la science, mais c'est aussi des principes fondamentaux qui sont robustement démontrés. Par exemple, le conditionnement classique, le conditionnement opérant, les processus qui sont liés à l'extinction, etc. Donc, quand on s'appuie sur des principes fondamentaux qui sont robustement démontrés, ben souvent ça peut un peu plus démontrer en quelque sorte le bien fondé de notre démarche. Par la suite, mais c'est pas non plus toutes les publications scientifiques qui se valent. Il y a différents facteurs qui peuvent venir affecter le niveau en quelque sorte d'un papier scientifique. Donc, on va avoir d'un côté les méta-analyses qui viennent en quelque sorte reprendre les données de plein d'articles sur un certain sujet et qui viennent faire une analyse de tout ça. Et au bas de l'échelle, on aurait les articles d'opinion qui sont aussi classés dans les, entre guillemets, papiers scientifiques, mais qui n'ont pas du tout la même valeur non plus. Donc, selon moi, ben, l'éducation canine, c'est plus une science sociale ou appliquée qu'une science naturelle ou formelle. Par exemple, ben, si on a une science qui est liée, par exemple, donc, je sais pas moi, la géographie, ben à ce moment-là, c'est beaucoup plus précis, répétable que tout ce qui a rapport au comportement animal qui est difficile à mesurer sans prendre en considération des tonnes et des tonnes et des tonnes de variables autour. Donc, à ce moment-là, ben, pour moi, c'est pour ça que je considère ça un petit peu plus comme une science sociale, entre autres parce qu'il y a plein de facteurs, dont l'humain et l'environnement, et plein d'autres facteurs que je pourrais même pas nommer en 1 heure de conférence. Donc, les pièges de, entre guillemets, la science dit que, dans les faits, la science, c'est un processus, une méthode, c'est un ensemble de pratiques. Ce n'est pas une entité. Donc, c'est une formulation qui vient transformer la science en une autorité ou une entité. Et ça peut venir faire en sorte qu'on cache certaines nuances, des limites méthodologiques ou même des débats qui sont en cours. Euh, donc, aussi le fait de dire la science dit que, ça vient présenter comme une vérité définitive, qu'est-ce qui est dans les faits, peut-être la meilleure hypothèse qu'on a actuellement pour expliquer des phénomènes. On devrait plutôt dire, et même je devrais plutôt dire, cette recherche montre que dans ces conditions spécifiques,
tel processus se produit, par exemple. Donc, ne vous inquiétez pas, on arrive à du plus croustillant et surtout du plus concret pour nous à titre d'entraîneur canin par la suite. Donc, ici, on a une étude sur les NRM. Donc, c'est sur les marqueurs de non-renforcement. Donc, c'est quoi un marqueur de non-renforcement? C'est lorsqu'on a un signal qui vient indiquer à l'animal qu'on entraîne que le comportement qu'il vient de produire ne sera pas renforcé. OK? Puis à ce moment-là, ben, il y a quelques années, on a une étude qui est sortie sur le sujet et qui mentionnait que c'était pas vraiment efficace comme méthode d'entraînement. Puis dans les faits, ben, je me suis beaucoup posé de questions là-dessus parce que c'est un processus qui est utilisé par plusieurs entraîneurs et qui, de façon empirique, semble donner des résultats. Mais dans les faits, peut-être que les résultats se produisent dans des conditions particulières et que les meilleurs résultats proviennent de différentes variables. Donc ici, le NRM était utilisé lors de l'apprentissage d'un nouveau tour, OK, ou d'une nouvelle commande ou d'un nouveau signal. Selon moi, mais c'est peut-être pas la meilleure façon d'utiliser un NRM. Parce que si le chien ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'il est en mode apprentissage, ben probablement que ça va juste venir diminuer le niveau de renforcement, que l'humain va venir focuser sur l'erreur et que ça sera pas vraiment un signal qui va avoir une bonne signification pour le chien. Donc, personnellement, j'utilise les NRM dans les tâches de discrimination, c'est-à-dire que lorsque le chien doit choisir entre produire un comportement ou un autre lorsque je donne un signal. Par exemple, si je dis coucher, ça veut dire de se mettre au sol, déposer les coudes au sol et tout ce qui s'ensuit. Ça veut pas dire de s'asseoir. Donc, à ce moment-là, ben, dans les tâches de discrimination, les NRM s'avèrent dans les faits vraiment aidants pour aider les chiens à comprendre, mais pourquoi là, ils ne seront pas renforcés. Par contre, si on l'utilise en mode apprentissage d'une nouvelle commande, ben c'est là où souvent les choses se corsent un petit peu plus. Donc, les petites nuances à apporter, mais c'est vraiment qu'une intervention, c'est jamais juste une variable isolée dans un entraînement. L'intervention, en fait partie au complet de l'entraînement et de toutes les autres variables, par exemple l'état d'optimisme de l'individu, son état de santé, etc. Et ça va avoir des effets qui vont être différents selon différentes variables. Donc, à ce moment-là, ben, est-ce qu'on peut extrapoler par la suite sur cette étude-là que le NRM viendrait affecter, pardon, les performances des chiens dans tous les autres contextes d'entraînement? Ben, probablement que non. Donc, à ce moment-là, ben, cette petite étude-là ici peut, en quelque sorte, nous faire voir que, ben oui, on a une étude qui a étudié la question du NRM, mais sur un contexte en particulier. Ça veut pas dire que dans les autres contextes, que ça donne exactement les mêmes résultats. Donc, on peut penser, par exemple, que il y a très longtemps, à l'époque, on avait Marie Curie qui testait les radiations pour effectuer les premiers rayons X. Ben, elle en est morte. Aujourd'hui, on utilise la même technologie avec différents protocoles, avec différentes variables, et il y a plus personne qui en meurt. Donc, on va pouvoir continuer. Le processus scientifique reconnaît les zones grises, les contextes, les nuances. Puis ça, ben, je pense que ça manque énormément dans le domaine canin et plus précisément lorsqu'il y a des guerres en quelque sorte qui sont tribales. On a pu le voir dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Selon moi, ben, le dogmatisme, le fait d'avoir des absolus, surtout quand on les déguise en science, ben, ça trahit davantage la démarche scientifique. Euh, Même si on utilise la science pour venir prouver notre point. Donc, on a souvent aussi tendance à utiliser la science comme argument d'autorité. La science dit que plutôt que comme argument logique, parce que souvent, ben, on n'a pas lu les études scientifiques en elles-mêmes. Donc, le terme la science dit que ça vient souvent servir à clore un débat plutôt que à l'enrichir, parce qu'on n'amène pas les données, les nuances qui sont reliées à une étude en particulier ou à un champ d'expertise en particulier ou même au débat en cours. Donc, en bref, la science dit que c'est un peu égal à tais-toi, c'est prouvé.
Puis dans les faits, ben c'est un peu exactement l'inverse du processus scientifique. Donc, souvent aussi, qu'est-ce que j'entends, c'est, ben, si c'est pas publié, c'est pas scientifique. Ben non, parce que la science, premièrement, c'est un processus. C'est pas juste le fait de produire de la littérature scientifique. Donc, la science, c'est avant tout une méthodologie. Donc, il faut distinguer la science comme démarche versus la science comme ensemble de connaissances. Donc, la méthode scientifique, ça appartient à tous et pas seulement aux chercheurs publiés. Donc, on a juste à lire René Descartes pour en savoir un peu plus, qui d'ailleurs est un peu le père de la méthode scientifique d'aujourd'hui. Les éducateurs canins vont souvent faire de la science au quotidien. Donc, comme je disais tantôt, le fait d'observer, de tester des hypothèses, de s'ajuster sur les résultats, on le fait à tous les jours. On le fait même en, en temps réel lorsqu'on entraîne un chien. Puis ça, ben moi, je trouve que c'est particulièrement merveilleux d'avoir la chance de faire ça. Donc, non seulement donc, on peut s'approprier le processus scientifique, mais on peut l'appliquer de façon ultra fine dans nos interventions. Par exemple, si on voit qu'un chien manifeste un signal de stress, si on voit qu'un chien commence à être démotivé, donc on peut l'appliquer. On fait pas seulement en parler ou raisonner ou le conceptualiser. Non, ça fait partie de nous. Donc pour moi, on est comme je trouve que souvent, les entraîneurs canins, on est les meilleurs praticiens de toutes les théories qui découlent du behaviorisme, du conditionnement opérant, du conditionnement classique. Euh, donc, il y a une importance au niveau de la recherche, mais il y a aussi une importance au niveau de qu'est-ce qui est fait de façon empirique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut visualiser dans le monde observable par les praticiens. Et les praticiens, c'est nous. Donc, si, à titre de praticien, on fait des extrapolations qui sont raisonnées à partir de principes solides, ben, ça se rapproche énormément de la démarche scientifique et même, selon moi, c'en est. Donc, qu'est-ce que je veux dire par résultat empirique? C'est qu'est-ce qu'on observe devant nous. OK? Donc, par exemple, ben, si j'entraîne un chien, que je lui donne un morceau de fromage et que je vois que il veut plus se faire entraîner, mais j'ai pas besoin d'une étude scientifique pour me montrer que ce chien-là en particulier n'aime pas le fromage. OK? Donc, j'ai pu le voir par moi-même. Donc, ça veut pas dire que cette démarche-là et que ce raisonnement-là n'est pas scientifique. Il y a quelques semaines, ou peut-être quelques mois, j'ai écouté un, j'ai écouté un podcast sur l'époque médiévale et sur la façon d'apprendre à l'époque médiévale. Et ça m'a tellement fait penser au domaine canin à l'heure actuelle. Donc, dans le podcast, qui est un podcast québécois d'ailleurs, il parlait de la scolastique médiévale, qui était une façon d'enseigner et d'apprendre à l'époque, une façon d'enseigner et d'apprendre qui a mené à plein d'erreurs logiques. Donc, qu'est-ce qui était réalisé? C'était qu'il y avait certaines personnes qui, à l'époque, avaient donc écrit des livres et mis des commentaires sur, par exemple, des travaux de philosophes comme Aristote ou Platon. Et les élèves de l'époque, ce qu'ils faisaient, c'était non pas lire Platon ou Aristote par eux-mêmes, mais c'était d'aller lire les commentaires ou les livres des autres. Et ça me fait vraiment penser à qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire que ben c'est assez rare qu'on a des éducateurs canins qui se disent bon ben parfait, je vais aller lire des études scientifiques directement pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Euh, Puis, ben finalement, il y a eu le cycle des Lumières. Le cycle des Lumières, c'est quoi? Ben, c'est lorsque les gens ben, sont retournés aux sources primaires, lorsqu'ils sont retournés à l'observation directe ou à la lecture directe des textes. Et c'est là où on a vu une espèce de foisonnement intellectuel comme il n'y a pratiquement jamais eu dans l'humanité. C'est aussi à ce moment-là que la science, telle qu'on la connaît, a commencé à prendre un petit peu plus forme. Donc, selon moi, mais le problème actuel en éducation canine, mais c'est qu'on cite des études qu'on n'a jamais lues, puis on répète ce que d'autres ont dit sur la science. Et selon moi, c'est encore plus empiré maintenant avec l'intelligence artificielle. Pourquoi? Donc, j'adore l'intelligence artificielle, ce n'est pas un secret. Par contre, ce que ça peut produire comme erreur, c'est que l'IA
pour vous donner des réponses, se base sur qu'est-ce qui a été écrit sur le sujet. Souvent, elle ne se base pas sur les livres de référence parce qu'elle n'y a pas accès. Donc, à ce moment-là, elle se base sur ce qu'elle trouve sur Internet, sur des articles écrits ici et là, et elle va former en quelque sorte une réponse qui est statistique, qu'elle va vous donner. Une espèce de bouillie qui va être digeste d'informations et qui a des chances de peut-être être vraie selon ce que les gens disent actuellement. OK? Donc, à ce moment-là, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes écrits par des éducateurs qui citent la science sans jamais l'avoir lu eux-mêmes. Et cette science-là est en quelque sorte digérée par l'IA, mais digérée à partir de prédigestions qui ont été faites en ligne et elles-mêmes qui ont été déjà prédigérées avant par d'autres personnes qu'on a entendues. Donc, finalement, ben, c'est un petit peu le jeu du téléphone arabe. Donc, mon message qui serait assez important ici, ben, c'est peut-être de lire les études directement et pas seulement les interprétations qu'on en fait. Euh, donc, selon moi, ben, c'est un peu un problème si on fait juste répéter qu'est-ce on a entendu, qu'on refuse d'examiner les sources primaires et que finalement, ben, on dit que c'est nécessairement une vérité. Donc, selon moi, ben, c'est plus une forme de scolastique moderne, c'est-à-dire une méthode médiévale d'enseignement et de répétition d'informations. Donc, par la suite, ben oui, définitivement que c'est possible qu'il faille un certain niveau de formation pour lire des études scientifiques, mais sincèrement, si vous êtes dans le domaine canin et que vous commencez à vous poser là-dessus, ben votre cerveau va s'habituer tranquillement et vous pouvez aussi aller chercher, comme je l'ai fait, des formations pour savoir comment lire une étude scientifique et comment la lire dans son contexte. Donc ça, c'est tout à fait possible. Une autre chose qui est importante pour moi, c'est tout ce qui a rapport à la pensée critique et à l'humilité épistémique. Donc ici, ben, je dis des grands mots, mais des mots qui sont pour moi importants. Donc, c'est quoi l'épistémologie? C'est un courant, une science qui s'intéresse à la connaissance en elle-même et pourquoi on croit les choses qu'on croit ou qu'est-ce qu'on considère comme une connaissance versus une croyance. Euh, il y a trois petites choses que j'aimerais dire par rapport à ça aujourd'hui, qui sont premièrement les notions de faillibilisme. C'est-à-dire que toute connaissance ou tout ce qu'on appelle connaissance, ben, c'est provisoire et révisable. Donc, imaginez les gens d'il y a 100 ans qui s'imaginaient les années 2000 et pensez à nous maintenant qu'on s'imagine le futur. Donc, on ne peut pas savoir de quoi va être fait le futur, quel va être le niveau de connaissance. C'est comme totalement un autre c'est une autre dimension, OK? C'est même impensable. Par la suite, il y a la question du cohérentisme. Donc, c'est comment on évalue comment des croyances, des symboles et des pratiques s'articulent entre elles et qu'elles forment un système qui est réellement cohérent. Par la suite, une autre notion qui va être importante à aborder aujourd'hui, c'est que n'importe quel éducateur canin, à moins qu'on ait des psychopathes dans la salle ou ailleurs dans le monde, et sûrement qu'il en a, mais la majorité d'entre eux, et je pense que nous sommes tous dans ce panier-là, mais c'est qu'on fait du mieux qu'on peut avec les connaissances actuelles qu'on a. Donc, les personnes qui sont malveillantes, ben, je pense pas qu'il y en a beaucoup. Donc, ce qui m'amène au sujet suivant. Donc, inquiétez-vous pas, on va pouvoir voir par la suite quelques petites données croustillantes qui expliquent les cernes que j'ai à l'heure actuelle. Donc, premièrement, ben, c'est quoi un paradigme? Donc, un paradigme, c'est un cadre conceptuel qui est partagé par une communauté. Par exemple, ben, dans la communauté d'entraîneurs canins en méthode positive, le cadre conceptuel qu'on a, c'est celui du cadran du conditionnement opérant. Donc, ça va définir, par exemple, quelles questions sont légitimes ou déterminer les méthodes qui sont acceptables. Ça va établir aussi, ben, qu'est-ce qui compte comme une preuve, si c'est basé ou non sur le dit cadran. Mais par contre, on va pouvoir voir qu'il y a des paradigmes qui changent et ça arrive à tout moment dans l'histoire de la science et ainsi que de l'organisation sociale des êtres humains. On va voir que les paradigmes changent quand il y a des anomalies qui s'accumulent de plus en plus dans le système et qu'on ne peut plus expliquer pourquoi il y a autant d'anomalies qui sont inexplicables.
Donc, à ce moment-là, on va voir apparaître des paradigmes qui sont rivaux, donc des modélisations de pensée qui vont offrir un meilleur pouvoir explicatif sur la réalité. Donc, à ce moment-là, ben, il va y avoir une nouvelle génération de praticiens, et ça, c'est déjà le cas pour le paradigme que je vais vous proposer aujourd'hui, mais on va voir une nouvelle génération de praticiens qui vont l'adopter. Donc, si ça vous intéresse, ben à ce moment-là, il y a sur la chaîne YouTube du précepteur en fait, un podcast qui est vraiment hyper intéressant par rapport au paradigme que je vous invite à aller écouter. Donc, le paradigme dominant à l'heure actuelle, ça serait le suivant. L'absence d'aversif en éducation canine prédit le bien-être, ok, qui serait à peu près ça. Aujourd'hui, bien entendu, mon but, c'est pas de faire la promotion d'outils et d'en venir à des méthodes brutales pour entraîner nos animaux. C'est juste de remettre en considération qu'il y a énormément d'erreurs dans la modélisation actuelle. Donc, on aurait par exemple d'un côté le renforcement positif qui serait bon pour le bien-être, qui viendrait protéger, construire la confiance et qui respecterait l'animal. D'un autre côté, on aurait la punition positive qui serait mauvais pour le bien-être, qui causerait du stress, des dommages, de la peur, de l'anxiété. Et c'est pas faux en soi, mais c'est juste qu'il y a plus que ça. On aurait entre deux des techniques qui sont ou une utilisation du cadran qui serait plus ou moins acceptée selon la culture, selon le groupe d'entraîneurs auquel on fait partie, si on est classé entre guillemets dans les méthodes positives. Donc, on aurait d'un côté, par exemple, ben, le renforcement négatif, qu'on dirait mauvais pour le bien-être, qui utilise la peur, l'évitement pour fonctionner, qui crée des chiens qui obéissent par crainte ou qui sont stressés. Mais on a de plus en plus d'entraîneurs, en guillemets, en méthode positive, qui l'intègrent à leur système d'une façon ou d'une autre. D'un autre côté, on aurait la punition négative, qu'on dirait toujours préférable aux méthodes, entre guillemets, aversives et donc, par exemple, préférable à tout ce qui est punition positive. Mais dans les faits, on oublie souvent que la punition négative est un aversif. Mais ça, on va en parler demain, lorsqu'on va parler d'aversifs, des mots qu'on utilise dans notre quotidien d'éducateur canin qui sont peut-être un peu mal utilisés. Donc, la conséquence du paradigme actuel serait le suivant. Le bien-être se mesure par l'absence d'aversifs durant les entraînements ou les techniques d'éducation et, en quelque sorte, la classification de la conséquence, entre guillemets, qu'on utilise pour entraîner les animaux vient suffire à prédire les résultats que ça va donner par la suite en termes de bien-être. Mais ça, si c'était vrai, ça donnerait pas plein d'erreurs qu'on voit par la suite. Euh, Donc, c'est quoi les erreurs ou c'est quoi les anomalies? Donc, c'est des observations qui sont empiriques que le paradigme dominant, que la modélisation de pensée dominante, celle que je viens de présenter, peut pas expliquer sans faire plein de contorsions théoriques pour venir expliquer pourquoi cette anomalie-là en particulier existe. Donc, personnellement, dans ma carrière à titre d'entraîneur, mais j'ai pu voir plein de chiens si, si c'est pas des centaines, c'est plus, sur lesquelles des méthodes dites aversives étaient utilisées et qui, selon mes critères, mais je suis peut-être juste stupide, semblaient bien aller, semblaient pas réellement stressés, même durant l'entraînement. Et à ce moment-là, ben, je me suis demandé pourquoi. OK? Mais à ce moment-là, peut-être que des gens pourraient tenter de venir contredire la réalité ou faire des contorsions pour faire en sorte que le paradigme continue à exister. On pourrait dire, par exemple, ah, mais le chien est sûrement inhibé ou impuissant, mais sans qu'on puisse le voir ou l'observer. OK? Donc, pour ceux qui ont suivi un petit peu la saga sur les réseaux sociaux dernièrement, ben, j'ai publié une vidéo d'un chien et, ben, pourtant, malgré le fait qu'un aversif, entre guillemets, était utilisé, je ne pense pas qu'il y avait réellement de signaux de stress. Mais à ce moment-là, ce qu'on utilise pour en quelque sorte se faire croire qu'il se passe sûrement quelque chose de dramatique, mais c'est qu'on va dire sûrement que le chien est inhibé ou impuissant, mais si on peut pas l'observer, on peut pas le savoir. Ben, à ce moment-là, sûrement que n'importe laquelle de nos interventions pourrait avoir cet effet-là et on le saurait pas, donc à ce moment-là, on ne pourrait plus rien faire. Ça serait un peu le monde des fous.
Certaines personnes pourraient dire, ah, ben, c'est une exception qui confirme la règle. D'autres personnes pourraient dire, oui, ça fonctionne, mais c'est cruel et c'est dangereux quand même. Et ça, on va y revenir plus tard. Certaines personnes pourraient dire, ah, ben là, ça, c'est un protocole qui est trop complexe pour être généralisé. Ça, je trouve ça assez drôle parce que c'est pas comme si, à titre d'entraîneur en méthode positive, on n'avait pas des protocoles qui étaient assez complexes à, expliquer et mettre en place avec nos clients. Donc, on en aurait aussi plein d'autres. Par exemple, ah, ben, c'est de la suppression comportementale. C'est pas de l'apprentissage. Ben, dans les faits, supprimer un comportement, le fait qu'un chien modifie un de ses comportements suite à une conséquence, c'est considéré comme de l'apprentissage, même si on peut être contre la méthode. J'ai reçu aussi comme commentaire, ah, ben, le stress va sûrement se manifester autrement. Par exemple, des problèmes de santé dans 5 ans. Théorie qui ne peut pas vraiment être prouvée. Il y a aussi eu, si vous voyez pas de stress, ben c'est que vous savez pas lire les chiens. Mais par contre, sans jamais les signaux de stress qui ont été nommés. Et aussi, ben, il y a des gens qui vont dire, ah, ben, le chien a une résilience exceptionnelle malgré les abus. On va voir ça ensemble par la suite. Par contre, la question que je me pose, c'est pourquoi on cherche pas à comprendre ces anomalies-là? Donc, je suis certaine que je suis pas la seule entraîneur à avoir vu des chiens qui dans un contexte où il y avait des aversifs qui étaient utilisés, où il y avait peut-être de la punition positive, du renforcement négatif ou même de la punition négative qui semblait, somme toute, se porter bien et ne pas être stressé. Et personnellement, ben, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi ça ne correspond pas au paradigme actuel, à la modélisation actuelle du bien-être animal, entre guillemets, dans le domaine canin. Et finalement, ben, j'ai trouvé des réponses, ok, des réponses qui permettent d'avoir peut-être une modélisation qui va être un petit peu plus complète. Et ici, c'est pas une invitation à, c'est juste d'utiliser plus de données pour comprendre la réalité. Donc, la première anomalie, c'est quand on vient comparer la recherche fondamentale sur le stress, l'adversité, les aversifs, bref, tout ce qu'on considère, entre guillemets, comme pas bien dans notre cadran du conditionnement opérant, ben, dans notre paradigme à nous, dans notre modélisation, ben, on se dit, OK, ben, l'exposition à des aversifs, ça devrait créer des dommages psychologiques. Puis on évite les aversifs, ben, mieux c'est pour le bien-être. Le stress est toujours néfaste, peu importe le contexte. Tandis que, ben, dans la recherche fondamentale, qu'est-ce qu'on voit, c'est que le stress qui est contrôlable ou les formes d'adversité ou même d'aversifs qui sont contrôlables viennent construire la résilience. OK? Et ça ici, c'est pas sorti de ma bouche ou de mon esprit. Donc, je vais pouvoir vous transmettre par la suite une tonne de sources, mais aussi un document qui fait un petit recap de la recherche que j'ai faite. Donc, qu'est-ce que les résultats de 50 années et même plus de recherche viennent en quelque sorte, non pas démontrer, mais pousser à certaines hypothèses, c'est que, ben, dans certains contextes, le stress, les aversifs, bref, tout ce qui est pas bien et diabolique pourra avoir un effet qu'on appelle hormétique, c'est-à-dire que à faible dose, ben, ça pourrait venir créer de la croissance, venir créer de la résilience. Donc, par exemple, le contexte, ou en fait, le concept d'inoculation de stress, ben ça, on le fait beaucoup en élevage, c'est-à-dire de venir manipuler les chiots, venir picoter les pattes, des choses comme ça. OK? Donc, on vient, en quelque sorte, inoculer des éléments qui sont stressants, qui sont légèrement aversifs, et ça fait en sorte que plus tard, dans la vie du chiot, ils vont avoir tendance à être moins stressés. OK? Ça, on l'accepte. OK? Mais par contre, dans d'autres contextes, ça va peut-être être un peu plus inacceptable. Qu'est-ce qu'on voit aussi au niveau de la recherche scientifique? Ben, c'est que le stress contrôlable construit la résilience à long terme. C'est-à-dire que quand on a vécu certaines formes de stress, qu'on a réussi à surmonter, qui étaient dans une certaine zone de tolérance, ben, ça fait en sorte que plus tard, ben, dans d'autres circonstances, on va avoir tendance à mieux se remettre du stress. Donc, je vais pas nécessairement en revenir tout le temps à moi, mais il y a quelques jours, je me suis demandé, mais pourquoi je vais pas si mal dans les faits malgré tout ce qui s'est passé? Puis, je pense que c'est entre autres à cause de nombreuses péripéties que j'ai dû
surmonter dans ma vie qui font en sorte que je me dis, ah ben, de toute façon, je vais tout le temps arriver à trouver des solutions. Donc, ça fait en sorte que j'ai construit une espèce de caractère qui est optimiste face à l'adversité. Mais aussi, ce que la recherche scientifique nous montre, c'est que l'absence d'adversité ou de stress précoce vient créer de la vulnérabilité au stress plus tard. Donc, ça vient enlever en quelque sorte une certaine forme de protection. Donc, peut-être que la question du stress, des adversités, quelles qu'elles soient, est beaucoup plus nuancée que qu'est-ce qu'on pense. Aussi, qu'est-ce que je retire de mes lectures, c'est que les signaux de sécurité sont aussi importants que l'intensité du stresseur, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet à l'individu de prédire qu'est-ce qui s'en vient. Puis, il y a aussi une distinction entre une charge de stress cumulative vraiment importante et à long terme versus des événements qui sont isolés, qui vont nous permettre par la suite de prédire le bien-être. Un exemple que je pourrais donner, et auquel peut-être on n'a pas pensé, ben pour moi, le fait de socialiser un chiot, c'est en quelque sorte le fait d'inoculer du stress. Ok, on lui fait vivre en bas âge plein de petites expositions qui sont stressantes, mais tolérables, pardon, et qui font en sorte que par la suite, mais qui développent plus de résilience plus tard. Gardez votre chiot dans la maison jusqu'à la fin de sa période de socialisation, un endroit dans lequel il va avoir aucun stress, ben à ce moment-là, vous allez sûrement avoir un petit peu plus de problèmes plus tard, n'est-ce pas? Euh, donc, dans les recherches que j'ai réalisées, ben en fait, qu'est-ce qui en est ressorti? Puis ici, ben, bien évidemment, c'est sur 40 études, donc 29 sur la recherche fondamentale sur le stress. Vous allez avoir toute la documentation par la suite. Et 11 études sur la recherche sur les méthodes d'entraînement chez les chiens. Donc, à ce moment-là, mais quand on regarde qu'est-ce qui se produit dans la recherche fondamentale, c'est que la contrôlabilité va être utilisée et étudiée dans 86% des études scientifiques. Mais ça va être le cas de uniquement 18% des études, et c'est pas des études que j'ai sélectionnées, c'est arbitraire. À ce moment-là, ça va seulement être sélectionné dans 18% des études. Pour moi, mais c'est sûrement en partie qu'est-ce qui explique que les résultats sont aussi dramatiques. OK? Parce que dans les études, l'individu ne peut pas contrôler la source de stress. Quand on peut contrôler une source de stress, ça fait en sorte qu'on est justement beaucoup moins stressé parce qu'on peut la faire arrêter sur demande. On avait aussi la question de la prévisibilité, qui est hyper importante dans la recherche fondamentale, et à ce moment-là, qui était utilisée ou nommée dans 59% des études, tandis que c'était seulement nommé ou utilisé dans 36% des études chez les chiens. S'il y avait une possibilité d'échappement, c'était toujours spécifié dans les études, tandis que c'était rarement spécifié dans les études réalisées sur les méthodes d'entraînement canin. D'un côté, au niveau de la recherche fondamentale, on avait des mesures qui étaient hyper précises au niveau de l'intensité, tandis que au niveau de la recherche canine, ben souvent c'est est-ce que c'est aversif, oui, non, c'est quoi le cadran qui est utilisé, ou est-ce qu'on a tiré sur la laisse ou non, ou mis une décharge au chien ou non. Tandis que dans la recherche fondamentale, c'est beaucoup plus précis. Puis je peux comprendre que les résultats soient différents parce qu'on n'étudie pas exactement la même question. Dans les études réalisées sur les méthodes d'entraînement, on veut peut-être aussi étudier ce que les gens font réellement, donc l'effet que ça a dans la réalité. Donc je pense que ça peut aussi expliquer pourquoi il y a ces différences-là. Dans les études fondamentales, dans la majorité du temps, il y avait un design à trois groupes comparatifs, c'est-à-dire par exemple un groupe sur lequel il se passe rien, un groupe sur lequel on teste avec contrôlabilité et un autre groupe sur lequel, par exemple, on enlève le fait de pouvoir contrôler le stresseur. OK? Tandis que dans les études réalisées sur les chiens, c'est plus des études de type quasi expérimental, observationnel ou même des sondages qui ont été publiés. OK? Donc, pour moi, ça me paraît un peu odieux de conclure et de mentionner que les effets des méthodes aversives sont si grands, alors que la majorité des études qui ont été réalisées à ce sujet-là, concernant les méthodes d'éducation canine,
ont pas mesuré des variables que 50 ans de recherche scientifique ont déclaré comme étant déterminantes dans la gestion du stress, dans comment les animaux vont devenir résilients. Donc ici, on pourrait avoir deux contextes différents. OK? Et pour moi, ben, c'est comme une deuxième anomalie. C'est-à-dire que ben, techniquement, si on utilise le même cadran, on devrait avoir à peu près les mêmes résultats, mais non, on peut avoir des résultats tout à fait opposés, même avec, entre guillemets, le même outil. Et comment ça vient s'expliquer? Donc, par exemple, ici, on aurait une étude de Seligman où on aurait une stimulation électrique. Et à ce moment-là, ben, cette stimulation-là serait incontrôlable, imprévisible, sans échappatoire, avec une intensité qui est excessive. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ben, ça donne l'impuissance apprise, c'est-à-dire que l'individu, même en possibilité de pouvoir échapper à la source d'adversité, ne le fait plus parce qu'il a appris qu'il n'y a pas de contrôle sur qu'est-ce qui se passe. Donc, la notion du contrôle, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça a donné des résultats aussi comme de l'anxiété généralisée et des comportements d'évitement vraiment très passifs. Donc, au lieu d'avoir des comportements d'évitement actifs, un comportement d'évitement actif, c'est par exemple, ben, je suis en train de conduire sur la route, je vois qu'il y a un autre véhicule devant moi qui dérape, ben, peut-être que je vais détourner un peu ma conduite pour survivre. Je me dis, hey, je peux faire quelque chose pour vivre, ça risque de fonctionner. Donc, des comportements d'évitement passif, ça va être tout simplement de ne rien faire, OK? Parce que l'individu croit qu'il n'y a plus de pouvoir sur son environnement. Mais on aurait un autre contexte où, ah, c'est drôle, on a une stimulation électrique, mais pourtant, c'est contrôlable de la part de l'individu, c'est prévisible, il y a un échappatoire qui est disponible et l'intensité est calibrée au niveau minimal pour l'individu. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Premièrement, un apprentissage actif, les individus sont plus résilients par la suite et il y a aussi plus d'auto-efficacité ou plus de comportements d'évitement qui sont actifs. C'est-à-dire que l'individu se dit, OK, j'ai du pouvoir sur mon environnement. Quand quelque chose de désagréable arrive, ben, je peux faire quelque chose d'autre à la place. Et ça fait en sorte que par la suite, dans des situations d'adversité, ben, l'individu va être moins stressé parce qu'il sait qu'il a du pouvoir sur son environnement. Donc, par la suite, une autre anomalie pour moi un peu dans le système actuel, c'est qu'on n'a pas les mêmes définitions lorsque on utilise la notion d'aversif dans les études scientifiques faites chez les chiens. Donc, dans la recherche fondamentale, la notion d'intensité, de contrôlabilité, de prédictibilité va être très bien décrite. OK? Donc ici, on va avoir vraiment comme des notions hyper pointues. Au niveau du contrôle, ben on va clairement noter possibilité pour l'animal de terminer ou éviter le choc par une réponse motrice spécifique. Par exemple, tourner une roue, sauter une barrière. Et au niveau de la prédictibilité, ben à ce moment-là, on va clairement noter ben, qu'est-ce qui était disponible pour l'individu afin de pouvoir prévenir l'événement. Donc ici, j'ai mis les sources rapides, mais vous allez tout avoir après. D'un autre côté, mais sur la recherche, sur les méthodes d'entraînement, ben c'est, par exemple, dans le cas d'une étude récente publiée ou d'un papier scientifique publié récemment, ben c'était un sondage auprès des propriétaires sur les corrections physiques, sur le fait de crier, sur le fait de punir. Ben ça ici, c'est trop variable. Ça veut pas que ça veut rien dire, parce que oui, ça rentre dans la catégorie des aversifs, mais c'est juste que c'est difficile à venir opérationnaliser le tout. Donc ici, on n'a pas tout le temps la même définition. Par la suite, au niveau de la contrôlabilité, ben, c'était souvent partiellement abordé. OK? Donc, on n'a pas vraiment de définition opérationnelle dans la majorité des études que j'ai utilisées. Et par la suite, ben, au niveau de la prédictibilité, ben, souvent, c'est juste pas spécifié du tout. OK? Puis c'est normal parce que c'est pas non plus, si on étudie ce que les propriétaires de chiens font avec leurs animaux, ben, c'est fortement possible que ils n'utilisent pas le contexte de contrôlabilité ni de prédictibilité.
Mais en même temps, ça montre qu'il y a quand même de très, très fortes disparités entre qu'est-ce qu'on étudie sur tous les animaux, incluant les humains, chez le stress, en ce qui concerne le stress, l'adversité, tout ce qu'on nomme comme étant situation stressante et diabolique, versus qu'est-ce qu'on étudie chez les chiens. Donc, personnellement, ben, je pense qu'on pourrait avoir un paradigme ou une modélisation qui serait alternative et qui apporterait, selon moi, plus de réponses que le paradigme actuel qui est basé sur le cadran du conditionnement opérant. Donc, personnellement, je dirais plus un truc du genre, ben, le bien-être et l'apprentissage sont déterminés par des variables psychologiques de l'expérience et non pas par les cadrans d'opérants utilisés. Par exemple, la contrôlabilité, le fait de pouvoir échapper ou éviter quelque chose d'aversif, le fait de pouvoir le prévoir, l'intensité, OK? Parce que, par exemple, ben, pour moi, donc, il y a une grande distinction entre, OK, j'ai utilisé un aversif avec mon chien, j'ai peut-être créé une tension sur la laisse, versus, ben, j'ai utilisé la punition négative, qui est souvent acceptée, mais mon chien a peut-être vécu 10 minutes de stress en étant séparé de moi. Il y a aussi la question de l'historique d'apprentissage de l'individu. Est-ce qu'il a déjà appris à se sortir d'adversité? Et toute la question de l'inoculation du stress, comme on l'a un peu vu lors d'une autre diapositive. On pourrait aussi venir inclure la question de la charge allostatique actuelle, c'est-à-dire, en quelque sorte, tous les stresseurs ou les non-stresseurs auxquels le chien est confronté à l'heure actuelle. Donc, par exemple, ben, un individu ne va pas réagir de la même façon si il est fatigué versus si, par exemple, il a fait énormément de sport dans la journée, puis qu'en plus, ben, qu'il a mal aux oreilles, ben, à ce moment-là, ça fait de plus en plus de stresseurs qui s'accumulent et qui vont venir créer une réaction qui vont être différente par rapport à l'adversité. On pourrait aussi parler de facteurs de protection. Par exemple, le fait que ça soit, en fait, le fait d'avoir un humain ou un congénère auquel un individu fait confiance aide énormément à venir diminuer l'effet du stress et ses effets délétères. Puis ici, ben, je pourrais continuer sur des sous-catégories pendant pas des siècles, mais pendant assez longtemps pour dépasser vraiment le cadre de l'heure ou des 2 heures de conférence que je vais donner aujourd'hui. Donc, on pourrait aussi se poser la question, ben, est-ce qu'il y avait la présence de comportements alternatifs enseignés? Est-ce que le chien connaît la porte de sortie? OK? Si le chien connaît la porte de sortie, à ce moment-là, c'est absolument moins stressant que s'il y a juste quelque chose qui tombe sur la tête et qu'il ne sait pas quoi faire pour s'en sortir. Mais si la porte de sortie est enseignée, c'est absolument différent et c'est exactement qu'est-ce qu'on vient entraîner dans les soins collaboratifs, dans les soins coopératifs avec les chiens. On leur apprend que si tu veux pas que les soins continuent, les soins qui sont désagréables pour toi, ben à ce moment-là, tu peux te retirer du contexte. Et le fait qu'on ait préappris le comportement fait en sorte que le chien sait qu'il peut l'utiliser et il devient moins stressé durant les manipulations qui sont quand même subjectivement vécues comme étant aversives. Donc, il y a peut-être des choses qui peuvent ne plus l'être au fur et à mesure du conditionnement, mais se faire piquer par une aiguille, ça va toujours être douloureux. Alors, pourquoi les chiens peuvent accepter de se faire piquer par une aiguille sans broncher? C'est parce qu'ils sont conscients qu'ils peuvent s'en aller du contexte si jamais ils en ont envie. Et à ce moment-là, ça vient énormément réduire non seulement le stress, mais la perception même de l'aversif en question. Il va aussi avoir des variables qui sont génétiques et tempéramentales, c'est-à-dire que ben, un chien qui va avoir plus des tendances qui sont, par exemple, optimistes, et ça, je pourrais déblatérer là-dessus longtemps, mais qui a tendance à percevoir euh, ce qui se passe dans sa vie comme ayant des conséquences positives, ben à ce moment-là, risque de beaucoup mieux réagir qu'un animal qui est pessimiste. Par exemple, un chien hyper anxieux. Donc, si on a un chien qui souffre d'anxiété de séparation, mais c'est peut-être pas une bonne idée de en plus venir le botter parce qu'il jappe. OK? Peut-être que ça va vraiment empirer les choses. Et il y aurait d'autres variables aussi qu'on pourrait venir intégrer. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau que je pense que j'ai méritée. Puis là, ici, on pourrait dire, OK, mais Simone, c'est tellement complexe.
OK, mais je veux dire, si vous êtes déjà éducateur canin et en méthode positive, je veux dire, à part peut-être le modèle hyper traditionnel que pratiquement plus personne utilise, ben tout est rendu assez complexe. OK? C'est-à-dire que on va accepter volontiers la propre complexité de nos méthodologies. Si on parle par exemple de soins coopératifs avec des sensibilisations contre conditionnement, dans lesquelles on va peut-être intégrer du loopy training et plein d'autres de petites alternatives créatives pour aider l'animal, ben ça, on est très bien capable de le conceptualiser, de se dire qu'on pourrait peut-être l'expliquer à quelqu'un, mais par la suite, quand on est face à un paradigme qui est différent, on se dit non, 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 là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Les gens ne seront jamais capables de comprendre. Mais pourtant, vous avez été capable de comprendre tant de choses jusqu'à maintenant. C'est vraiment étrange. Euh, donc, je dirais que la complexité et les dangers potentiels appartiennent pas juste aux méthodes d'un seul clan. OK? Parce que souvent, mais c'est quelque chose que j'ai entendu cette semaine, c'est que ben ce que tu proposes, c'est dangereux. Je pense que, j'en suis consciente, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi être conscient de qu'est-ce qu'on propose nous aussi et qui peut l'être. Je vais donner un exemple hyper rapide, mais souvent, qu'est-ce qu'on va conseiller aux gens ou qu'est-ce qui va être vu sur Internet, et je pense que ça ne fait broncher personne. C'est, ben si vous avez un chien qui fait de la protection de ressources, la technique de l'échange peut fonctionner. Ou échanger ce que votre chien possède contre de la nourriture. Si vous voyez ça sur Internet, est-ce que vous allez commencer à lyncher la personne publiquement? Non, mais ce à quoi ça pourrait mener, c'est une morsure, c'est au fait que le chien, lorsqu'il voit de la nourriture dans ce contexte-là d'entraînement, en viendrait à mordre directement la personne. Donc ça, c'est un contexte assez fréquent où la question de l'utilisation du, entre guillemets, renforcement positif peut assez facilement se transformer en situation qui peut être dangereuse. Puis ici, ben, il pourrait aussi en avoir d'autres. Et je dis pas que qu'est-ce que je propose est sans danger et qu'il faut l'accepter comme tel. Je pense juste que la réalité est absolument plus complexe et que à force de se voiler les yeux, ben on en finit par créer un discours qui est incohérent. Et chez les autres personnes qui comprennent tout ça, ben ça fait juste en sorte que le discours actuel qui est répété ne fait plus aucun sens. Donc la question c'est pas qui a raison. OK? La question, c'est plus, ben, c'est quoi la modélisation au niveau de l'entraînement et du bien-être animal qui nous permet d'être de meilleurs entraîneurs, de meilleurs praticiens, et oui, en prenant en considération la question du bien-être animal. Donc, on va chercher, ben, c'est quoi la modélisation qui nous permet de mieux prédire le résultat de nos interventions? C'est lequel qui nous permet de mieux personnaliser ce qu'on est en train de faire avec chaque individu? C'est quelle modélisation qui honore la complexité de notre métier? C'est lequel qui est testable et falsifiable? Je suis désolée, mais de mentionner que un chien est probablement en état d'impuissance acquise, mais qu'on peut pas le voir, c'est pas testable et c'est pas falsifiable. OK? C'est 100% anti-scientifique comme propos. Et ben, c'est quelle modélisation qui vient nous faire, en quelque sorte, progresser au-delà des guerres de clans d'entraînement. OK? Donc, personnellement, ben, je pense que une modélisation qui prendrait en considération ces éléments-là, ben, serait vraiment plus complète et vraiment plus axée, sur ce qu'on appelle, entre guillemets, la science en ce moment. Donc, une idée de nom rapido que j'ai eu tantôt parce que, bien entendu, j'ai fini ma présentation dernière minute. Est-ce qu'on devrait l'appeler l'espèce de paradigme des variables déterminantes? Qui sait? À vous de voter ou de ne pas voter. Donc, on va pouvoir faire maintenant un petit exercice. Je pense qu'il y a personne qui s'appelle Jacques ici, donc ça va être parfait. Donc, le petit exercice qu'on va pouvoir faire, c'est de d'écrire qui est le Jacques et de devenir le Jacques. Et qu'est-ce que je veux dire ici? Je suis pas en train de devenir complètement folle à parler de Jacques. Jacques, ça serait pour moi le bon vieux éducateur canin en méthode traditionnelle. OK? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je veux? C'est que on se mette peut-être à la place de Jacques, de cet éducateur-là en méthode traditionnelle et des questions qu'il lui-même doit avoir lorsqu'il est confronté au discours actuel des méthodes positives. OK? Et je dis pas ici que qu'est-ce qu'il faut, c'est retourner à
aux méthodes traditionnelles. Donc, je voulais juste y penser un petit peu. OK? Donc, par exemple, ben, qu'est-ce que Jacques pense des méthodes positives? Qu'est-ce qu'il se dit lorsqu'il y pense, lorsqu'il va sur les réseaux sociaux, puis qu'il regarde un peu qu'est-ce qui est réalisé, qu'est-ce qui est dit? Comment il en décrit les effets dans sa pratique? Par exemple, de clients qui viennent vers lui. Pourquoi il trouve que certaines de méthodes dites entre guillemets positives pourraient être dangereuses? C'est quoi les concepts qu'il connaît, même probablement même pas par rapport aux méthodes positives? Puis qu'est-ce qu'il penserait d'un processus d'entraînement lié aux soins comparatifs qui viendrait inclure le contre-conditionnement, la désensibilisation, le choix, le contrôle, la prédictibilité et d'autres techniques créatives comme le loopy training? Est-ce qu'il se dirait, facile à mettre en application avec les clients, beaucoup trop de nuances, les gens vont être trop stupides pour mettre ça en place? Donc, ici, qu'est-ce que je vais vous pousser à faire, c'est à faire un petit exercice. Donc, là, on va pouvoir aller vers un document qui est le suivant ici. Que, hmm, ok. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à ouvrir le document, à le copier et à le coller dans un nouveau document parce qu'on va faire, comme durant les autres journées, un petit travail en équipe. Donc, ici, le travail repose sur l'exercice suivant. On accepte volontiers la complexité de nos propres méthodes. Pourquoi refusons-nous aussi de reconnaître que les méthodes incluant des aversifs non culturellement acceptés, et pour moi, ça c'est vraiment important parce que c'est juste que souvent on se rend pas compte des propres aversifs qu'on utilise dans nos méthodes d'éducation, c'est-à-dire le simple fait de socialiser un animal ou d'inoculer du stress chez un jeune chien. Ça, c'est culturellement accepté. Bref. Fait que pourquoi à ce moment-là, on refuse de reconnaître que les méthodes incluant des aversifs non culturellement acceptés peuvent aussi être complexes, nuancées et intégrer des dizaines de variables qui peuvent protéger l'individu de ses effets les plus délétères. Donc, que la complexité et les dangers potentiels n'appartiennent pas aux méthodes d'un seul clan. Donc, ici, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est, premièrement, il y a des petites questions. Donc, selon vous, qu'est-ce que pense Jacques, notre Jacques le traditionnel, des méthodes positives? Pourquoi il trouve que c'est dangereux? Quels sont les concepts qu'il ne connaît probablement pas? Donc, imaginez-vous en train de débattre avec Jacques sur les réseaux sociaux et qui vous dit, ah ben là, c'est quoi? Vous allez lancer une croquette à un chien agressif. Alors peut-être que ça révèle ici quelques manques de connaissances par rapport aux méthodes qui sont réellement utilisées. Et d'un autre côté, ben, on va pouvoir nous-mêmes se transformer en Jacques. OK? Qu'est-ce que vous pensez des méthodes qui incluent des aversifs que vous utilisez pas dans votre pratique? Pourquoi vous trouvez que ces méthodes-là sont dangereuses? C'est quoi les concepts que vous comprenez probablement pas qui sont liés à ces méthodes-là? Et ça, ici, c'est une question qui est vraiment très, très difficile parce que c'est de se questionner sur qu'est-ce qu'on connaît pas. OK? Fait que c'est vraiment difficile. Mais peut-être que vous allez avoir eu quelques clés avec ce que j'ai dit plus tôt. Puis, ben, qu'est-ce que vous penserez d'un processus d'entraînement qui inclut des aversifs non culturellement acceptés, mais qui viendraient aussi inclure de la contrôlabilité, de la prévisibilité, une intensité qui serait ajustée selon l'individu, un historique d'apprentissage particulier qui permettrait à l'individu de mieux s'en remettre, une façon d'évaluer la charge allostatique de l'individu en temps réel, de prendre en considération les facteurs de protection, de faire attention à ce qu'il y ait un comportement alternatif qui soit enseigné et qu'on prenne aussi en considération les variables du tempérament de l'individu. Ben ça, qu'est-ce que vous en pensez? Fait que ça va être notre petit travail d'aujourd'hui qu'on va peut-être pas arriver à résoudre en entier parce que ça prendrait sûrement beaucoup de temps. Donc, ici, je vais arrêter donc le fait de partager mon écran. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller faire le petit travail en équipe. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous séparer dans des salles. Donc, vous allez pouvoir
encore une fois, venir copier et coller dans un nouveau document le document que je vous ai transmis et je vais vous laisser une dizaine de minutes pour papoter entre vous. Ça sera jamais assez pour venir compléter le portrait, ce que je vous inviterai à faire après, mais au moins, je pense que ça va vous permettre d'échanger avec d'autres professionnels et par la suite, ça va vous permettre de peut-être poser d'autres questions. Pendant ce temps-là, ben moi, je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le chat box depuis et je vais pouvoir revenir sur vos questions ou sur vos menaces telles que j'en ai reçues cette semaine. Euh, Donc, je vous envoie dans des salles séparées. Si jamais vous voulez pas participer à l'exercice No Stress, vous avez juste à pas accepter l'invitation, mais sinon, amusez-vous. Donc, on se laisse un petit 10-15 minutes au maximum et après ça, je vous rappelle dans la grande cour de récréation. On est pas mal tous revenus ensemble. Donc, je suis désolée si ça a été court. Donc, j'aimerais peut-être en savoir un petit peu plus sur les échanges que vous avez le mieux aimé jusqu'à maintenant. Donc, si vous voulez, vous pouvez répondre dans le chat box. Personnellement, je suis assez intéressée s'il y a certains d'entre vous qui se sont penchés sur la question. C'est quoi les concepts que vous pensez que vous ne connaissez pas des méthodes que vous jugez, ok, en quelque sorte. OK? Ça, je serais vraiment curieuse si jamais vous avez eu le temps de répondre à la question. Parce que justement, il y a quelques années, j'écoutais un podcast puis de Sam Harris, qui est un philosophe et un neuroscientifique, qui parlait de la connaissance, mais aussi du fait que plus on est conscient de qu'est-ce qu'on ne connaît pas, moins ça nous rend idiots. Donc, c'est pas nécessairement qu'on va être plus intelligent, mais plus on est conscient de notre idiotie, moins on est idiot. Donc, ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Mais je me rappelle plus du titre du podcast, ça fait absolument trop longtemps. Euh, donc, je suis désolée pour la salle dans laquelle ça peut être pas fonctionné. Je pourrais pas dire pourquoi. Donc, il y a Naomi qui mentionne, on a discuté dans la chambre 5 de qu'est-ce qui est réellement bien pour le chien. On s'est posé 1000 questions et on n'a pas vraiment eu le temps d'y répondre, mais on pourrait poursuivre pendant des heures. Donc, échangez vos numéros, s'il vous plaît. Profitez de l'occasion. Euh, donc, euh, Donc, il y a Mélanie qui dit, ben, je pense que on a aussi pensé au fait que ce que veut dire une punition, c'est peut-être pas de frapper par un 2 par 4. En effet, on peut aller d'une intensité plus élevée à une intensité qui est moins élevée. Par exemple, ben, pour un individu qui a tendance à être sensible socialement, ben, le fait peut-être que je le regarde et que je hausse les sourcils quand il pose une question, qu'il perçoive un jugement et qu'à ce moment-là, qu'il devienne hyper stressé. OK? Donc ça, c'est sûr que c'est des questions qui sont intéressantes à venir se poser. Et souvent, ben, on va peut-être moins juger quelqu'un qui aurait eu cette attitude-là que, par exemple, ben, je sais pas moi, que l'utilisation de méthodes qui seraient peut-être plus brutales, mais chez qui l'effet serait peut-être moins marqué. OK? Donc, souvent, on se concentre plus sur l'action que sur qu'est-ce que ça fait à l'individu en tant que tel. Et ici, mon but, c'est pas d'encourager les gens à la guerre civile envers leurs chiens et entre vous. C'est plus de faire réfléchir. Euh, donc, euh, je vais répondre à... en fait, non, je vais pas répondre à quelques questions tout de suite. Je vais juste vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai donné, ce à quoi je donnais accès à la suite de la conférence. Et par la suite, je vais répondre à des questions. Donc, j'ai noté quand même pas mal de questions que vous aviez posées plus haut. Entre autres, il y a Mireille qui en a posé pas mal. C'est noté. Ici, je vais vous repartager mon écran.
Donc, qu'est-ce qui est comme offert dans le cadre de la conférence? Donc là, il y a comme un sous-document, ok? Parce que vous avez accès à des documents dans le cadre de la conférence, donc vous avez accès à les PowerPoint pour chaque jour. Mais ici, vu qu'il y avait plus de trucs, j'ai fait un fichier à part entière qui est dans l'autre fichier. Ok? Donc, c'est la poupée russe d'information. Donc, premièrement, vous avez votre document d'exercice, comme on a fait juste ici, que je vous invite à continuer. Ça risque d'être intéressant. Par la suite, vous avez un document qui explique un petit peu l'état de la recherche qui a été réalisée dans le cadre de la conférence ici. Et ma question était, est-ce qu'il existe un écart entre la littérature scientifique sur le stress et la résilience chez les animaux sociaux et la recherche appliquée sur les méthodes d'entraînement des chiens domestiques? Donc, je voulais voir un peu c'était quoi l'écart qu'il y avait. Donc, à ce moment-là, ben, si ça vous tente d'aller le lire, de consulter les sources scientifiques qui ont été utilisées, ben, vous allez pouvoir le faire. Cette recherche-là a été faite donc avec un outil particulier, l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas consulté les sources, mais je me dois de vous mentionner que ce que j'ai utilisé, c'est le logiciel qui s'appelle Illicit et qui permet de faire des méta-analyses sur des questions. Donc, ça permet, c'est payant et ça coûte assez cher, mais dans mon cas, c'est que ça me permet de faire de la recherche vraiment plus rapidement. Donc, à ce moment-là, ben, ça me permet de poser une question et de voir, ben, c'est quoi l'état de la littérature sur la question. À ce moment-là, ben, qu'est-ce qui a été réalisé? C'est premièrement un tri. Donc, le logiciel a été trier les études scientifiques à sa disposition. Il en a pris 500. OK? Les 500 études sont ici. Et par la suite, j'ai absolument pas lu les 500 études. Par la suite, ben, il en a pris 40. OK? Les 40 qui trouvaient les plus pertinentes. Donc, plus pertinentes, pourquoi? C'est aléatoire. Donc, là-dessus, on pourrait me lyncher à nouveau. Mais, toutes les autres études ici ont été consultées. La seule qui n'a pas été consultée, il y en avait une qui était en portugais. Et ça me tentait pas. Donc, voilà. J'aurais pu la traduire, mais j'en avais juste pas envie rendu à ce point-là. Euh, donc, OK. Pourquoi on devrait-on apprendre à être peut-être un petit peu moins tribal à titre d'éducateur canin? Euh, Premièrement, ben, je pense que ça crée des relations professionnelles absolument toxiques. OK? Je pense que ça fait en sorte que ça crée une espèce de culture du jugement de qui est le plus ou moins coercitif, quand dans les faits, on comprend même pas le terme dans la majorité des cas. On va en reparler demain. Parce qu'on est dans les faits, on est tous coercitifs. OK? Il n'y a aucune éducation qui peut se faire sans coercition. Je pense que ça peut aussi amener une espèce de crédibilité professionnelle accrue auprès de clients qui sont soit diversifiés ou sceptiques parce qu'on comprend plus les nuances de chaque méthode ou chaque contexte dans lequel chaque chose devrait ou ne devrait pas être appliquée. Ça permet aussi un cheminement intellectuel qui est axé sur le doute au lieu d'interprétation idéologique, puis de refaire l'erreur médiévale et je crois aussi actuelle de la scolastique, c'est-à-dire de l'étude des commentaires et de ce que les autres ont dit à la place de d'être poussé à aller vérifier. Dans le cadre des cours d'aujourd'hui, on a quatre cours qui font partie de la roue de la fortune. On a la formation Au-delà des apparences qui est donnée par Amélie Kospérek sur la lecture du chien lors d'utilisation des méthodes d'entraînement. OK? Donc, c'est probablement une des formations qui est peut-être le plus en lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Par la suite, il y avait des jeux de l'agression, guide d'intervention et d'évaluation. Donc, c'est juste une mini-formation. Si vous avez un 70% de réduction, ça va revenir à même pas un repas dans un fast-food. Par la suite, il y a résilience et gestion des émotions chez le chien où, sincèrement, il y a plein de variables qui sont mentionnées sur qu'est-ce qui favorise la résilience chez les chiens. Et justement, je me rappelle même que à l'époque, j'avais mentionné par exemple des exemples
dans le cadre où des animaux vont être dans un état d'éveil élevé à valence positive, ben comme quoi l'effet des aversifs va pas avoir le même effet. Bref, je pense que ça peut apporter beaucoup de nuances. Et on a aussi le petit guide d'autodéfense intellectuelle pour les professionnels du domaine animalier, ni plus ni moins. Euh, donc, si jamais vous êtes intéressé à participer à nos programmes certifiants. Donc, on a notre programme de perfectionnement en coaching canin. Les inscriptions sont ouvertes, qui est axé sur l'analyse du comportement appliqué et sur le coaching client. Donc, à ce moment-là, vous pouvez nous contacter par courriel ou on a aussi le programme SCP auquel vous pouvez en fait, nous écrire et qui est un programme axé sur l'entraînement uniquement. Euh, Sinon, on a aussi la formation L'école du chiot pour les pros donnée sur 2 jours au mois de février. Donc, à ce moment-là, vous avez un 50 de réduction jusqu'au 4 janvier. Et on a aussi la formation pratique sur le jeu qui va être donnée en Belgique du 21 au 22 mars 2026. Et à ce moment-là, vous avez un 50 € de réduction jusqu'au 7 février. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire des courriels dans tous les cas. Donc, on va pouvoir maintenant en venir aux questions. Euh, donc, Victoire, c'est vraiment un beau nom, Victoire, mais en même temps, ça met de la pression. Hein. Tu peux pas vivre un échec dans ta vie, sinon, voilà. Qui mentionnait peut-être qu'il cite tri par nombre de citations et par le facteur d'impact des journaux dans lesquels les études sont publiées. Je pense que oui. Ben, en fait, je suis pas certaine, mais à l'instinct, quand on va regarder les 500 études qui ont été en premier attrapées par Elicite, ben j'en ai pu voir quelques-unes qui avaient plus de citations, qui avaient davantage été reprises. Mais là, c'est juste mon instinct de qu'est-ce que j'ai vu rapidement. Donc, quand je lis ta question et que je me rappelle de qu'est-ce que j'ai vu, voilà qu'est-ce que j'en dis. Euh, Donc, il y avait une question qui était vraiment intéressante, qui était la suivante. C'était, est-ce que les chiens déprimés, ben, selon toi, ne le sont pas parce qu'ils ne montrent aucun signe? Ben, dans les faits, c'est qu'un chien qui est déprimé va montrer des signes. Donc, il va, par exemple, moins avoir tendance à interagir de façon ludique avec son environnement. Il va avoir moins tendance à être optimiste. Donc, par exemple, dans des circonstances où il y a de l'ambiguïté, ben, il va avoir tendance à choisir une solution qui est plus sécuritaire plutôt que d'aller explorer. Il va peut-être avoir tendance aussi à moins vouloir manger, moins vouloir interagir socialement. Peut-être que les activités qu'il voulait faire avant, il ne voudra plus les faire. Et à l'instant T, il y a plein de choses qu'on peut aussi remarquer. Donc à ce moment-là, c'est pas que les chiens qui seraient déprimés n'auraient pas de signaux. Euh, c'est si on a à revenir sur qu'est-ce que j'ai mentionné dans le cadre de la formation, c'est que qu'est-ce que certaines personnes mentionnaient cette semaine, c'était que ben nécessairement l'utilisation d'un aversif va mettre un chien en état d'impuissance acquise, alors que les travaux de Seligman montraient et qui ont été répétés plusieurs fois par la suite, montraient que dans des conditions où l'individu a de la contrôlabilité sur l'événement qui est stressant ou aversif, l'impuissance acquise ne va pas se produire. Et ce que les gens mentionnaient, c'était, mais comment peux-tu savoir que ça ne s'est pas produit même si tu ne peux pas le remarquer? OK? Donc, il n'y aurait aucun signal. Fait que le chien continuerait à être joueur, son langage corporel serait détendu. Ben là, rendu là, comment savoir que n'importe quelle méthode d'entraînement n'est pas en train de déclencher une réaction que personne ne peut remarquer? OK? Donc, à ce moment-là, c'est là où ça serait un petit peu plus complexe. Euh, il y avait un commentaire par la suite avec lequel je suis d'accord, qui était le suivant. La plupart des propriétaires de chiens utilisent mal les aversifs. Je pense que c'est vrai. Et je pense qu'ils utilisent aussi mal d'autres techniques d'entraînement, mais qui ont tendance à moins créer d'effets négatifs si elles sont mal appliquées. Donc ça, je suis en effet d'accord. Mais je pense que définitivement, soit des techniques de coaching ou des techniques d'apprentissage
ou un moment où on vient utiliser ces techniques-là dans le cheminement du propriétaire qui peut faire absolument toute la différence. Personnellement, si j'ai utilisé des aversifs, je vais beaucoup me baser sur le renforcement négatif. Parce que le renforcement négatif, au lieu que ça soit quelque chose qui tombe sur la tête du chien, c'est un signal qui, oui, va être désagréable dans le pire des cas, mais qui indique clairement la porte de sortie. Et la porte de sortie va être pratiquée avant. Donc, si j'ai à fonctionner de cette façon-là avec des propriétaires, ça serait la suivante, mais je dois avouer que la majorité des cas que j'ai faits dans lesquels j'utilise des aversifs ou des aversifs qui culturellement ne sont pas admis, et je le dis pas pour choquer la communauté, mais sincèrement, c'est des entraîneurs canins en méthode positive qui viennent me voir. OK? Donc, je pense que ça répond peut-être à certains besoins que les méthodes actuellement en méthode positive n'arrivent peut-être pas à on n'arrive pas à certains résultats qui sont assez concluants dans certains cas. Je dis pas que c'est pour tout le monde, mais je pense qu'il y a certains cas où ben il y a vraiment un espèce de blocage, un blocage qui est pas au bénéfice de l'individu, donc le chien, ni au bénéfice de la société, ni au bénéfice de l'humain. Et je pense qu'à ce moment-là, ben, on doit se poser un petit peu plus de questions. Euh, donc, euh, Donc, il y a Jennifer qui mentionne donner un coup de jus. Puis, je pense que, tu sais, je l'ai lu souvent cette semaine. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre un stimulus qui est perceptible. OK? Par exemple, si je gratte ma peau, un stimulus qui est désagréable, par exemple, si je gratte plus fort, et un stimulus qui est douloureux, par exemple, si j'en viens à, je sais pas moi, je suis toquée, puis j'en viens à m'ouvrir les veines avec mes ongles. Puis je pense que souvent on fait pas la distinction que différentes méthodes d'entraînement peuvent ne pas utiliser la douleur nécessairement. OK? Et ça, je pense que c'est important de le mentionner. Donc souvent, quand on n'a pas utilisé certaines méthodes ou certains outils, on ne comprend pas certaines nuances. Donc à ce moment-là, je pense que c'est normal. On a vraiment peur de qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça pourrait être, ou tout ce qu'on a vu, c'est l'échantillon de raté. Mais cet échantillon-là de raté existe aussi chez les pratiquants d'autres méthodes. OK? Mais je pense que c'est une bonne question, mais qui peut entre autres être résolue malheureusement par le fait de l'essayer sur soi à faible intensité et souvent, ben, ce sont ces faibles intensités-là qui sont utilisées pour les chiens aussi. Après ça, on pourrait dire oui, mais la question de la subjectivité du chien, oui, qui peut être évaluée en temps réel via son langage, son optimisme, sa facilité à interagir avec l'environnement. Donc, ça peut être évalué en temps réel. On n'a pas besoin de se rendre jusqu'au point où un chien vide ses glandes anales et qui est dépressif pendant 3 ans pour évaluer son état. Donc, ça peut être beaucoup plus subtil. Euh, merci aux gens qui répondent aux questions en commentaire. Euh, il y a Mireille qui demande qu'est-ce qu'un aversif qui peut être contrôlable par le chien? Donc, il y a Nicolas qui mentionne le maniement par désensibilisation des pattes, par exemple. Ben, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans le contre-conditionnement coopératif? C'est qu'on apprend au chien que si tu veux quitter la situation qui est désagréable, tu peux le faire, OK? Et là, on utilise, en guillemets, une situation aversive. On pourrait discuter du fait que c'est nécessaire, donc que c'est autre chose, mais on utilise quand même une situation qui est aversive pour le chien et le chien peut la quitter s'il veut. OK? Donc ici, il y a utilisation du renforcement négatif. Euh, donc, il y a différentes façons de rendre un aversif contrôlable pour le chien, mais c'est de, premièrement, lui apprendre quelle est la porte de sortie, selon moi, en renforcement positif, et après ça, de venir lier à faible intensité, ce qu'on veut utiliser comme aversif, ben, on va venir le lier à faible intensité au comportement qui est déjà connu. OK? Donc, par la suite, ici, je vais pas comme réinventer la science, mais il y a plusieurs cours qui sont offerts par sûrement plusieurs entraîneurs que vous n'aimez pas qui expliquent ces processus-là. Euh, par la suite, il y avait une personne qui mentionnait, ah, ben, la socialisation, c'est pas de faire des bonnes associations, justement. Ben,
Oui, mais pas que. OK? C'est-à-dire que ici, ben, c'est comme si on avait que la perception de qu'est-ce que nous on fait activement, mais dans les faits, quand on sort notre jeune chiot à l'extérieur qui ne connaît pas le monde, ben, il est stressé. OK? La plupart des chiots ne sortent pas en gambadant à l'extérieur. On les aide avec la nourriture à venir traverser ça. Mais lorsqu'ils sortent à l'extérieur pour la première fois, ben, ils sont du genre, oh, oh, OK? Un peu comme nous, si on était astronaute puis qu'on sortait dans l'espace pour la première fois. Personnellement, je pense que je serais hyper stressée. Donc souvent, ben, on va percevoir uniquement ce que nous, on met en action, mais on va pas percevoir ce qui est réellement en train de se passer. Donc souvent aussi, qu'est-ce que je vois dans les chiots qui commencent les cours de maternelle, ben, c'est qu'ils vont être légèrement stressés au premier cours et même certains d'entre eux vraiment stressés au premier cours. OK? Et par la suite, ben, ça va se résorber. Est-ce qu'on aurait dû faire un protocole en désensibilisation et contre-conditionnement qui de toute façon aurait sûrement pris trop de temps au chiot et qui n'aurait même pas pu profiter de sa période de socialisation. Bref. Donc ça, c'est d'autres questions à se poser. Euh, je vais juste passer aux autres questions que j'avais notées, mais je vais repasser par la suite dans le chatbox. Euh, il y avait eu un commentaire comme quoi certaines méthodes pourraient faire augmenter le taux de cortisol. Dans le fond, le taux de cortisol, euh, c'est pas un indicateur précis ou à prendre seul pour définir le bien-être d'un animal. Si vous voulez, vous pouvez aller rechercher par la suite. Mais dans les faits, le cortisol va, par exemple, être produit en très grande quantité le matin quand on se réveille. Il va être produit en très grande quantité si on a besoin de s'activer. Donc, si on fait de l'activité physique, donc le cortisol serait peut-être davantage une mesure de l'état d'activation de l'individu plutôt que d'un état de stress négatif. Donc, c'est pour ça que c'est à prendre en considération avec d'autres éléments aussi, dont par exemple l'état subjectif du chien qu'on peut venir évaluer de façon observable, par exemple via le langage canin. Euh, il y a eu une autre bonne question. Donc, c'est quoi les comportements qui ne peuvent pas être modifiés en renforcement positif? Je pense que la majorité des comportements peuvent être modifiés en renforcement positif. Par contre, je pense pas que ça fait en sorte que c'est nécessairement, et ça, c'est ma réponse personnelle, que c'est nécessairement au bénéfice de l'individu. Et que ça veut pas dire que c'est toujours applicable dans le contexte dans lequel on intervient. Et je pense que c'est important aussi de concevoir que ce qu'on utilise, quand on intervient, ben, ce n'est pas toujours du renforcement positif. Par exemple, ben, si on utilise de la gestion, ben, ça se peut qu'on utilise de l'isolement et de l'isolement, ben, c'est considéré comme un aversif hyper élevé chez la plupart des animaux sociaux, surtout si l'individu n'a pas été habitué à ça. Donc, à ce moment-là, mais je pense que la question est plus complexe parce que souvent, on va attribuer comme aux méthodes positives certaines interventions, alors que toutes les interventions qui comprennent les méthodes positives ne sont pas toutes positives. OK? Donc, à ce moment-là, je pense que c'est pour ça que justement, que cette discussion-là est peut-être nécessaire et je pense pas qu'on va jamais arriver à une bonne réponse parce que c'est trop complexe. Ça serait comme de demander quel est le meilleur système d'organisation en grand groupe pour les êtres humains. OK? Je pense que c'est trop complexe pour avoir une bonne réponse, qu'on peut se pencher sur la question, qu'on peut réfléchir, mais par contre, d'avoir une réponse définitive, je pense qu'il y a trop de variables, mais je pense qu'on doit quand même se poser la question dans notre contexte à nous. Sinon, ben, on resterait aux années 50 concernant l'entraînement canin. Euh, Donc, il y avait Pauline qui avait mentionné, ben, dans un certain cas d'intervention, donc l'échappatoire du chien, dans le cadre où on utiliserait une porte de sortie, ça serait de ne plus charger. Par exemple, si le chien aboie. Ben, dans les faits, ça serait peut-être de s'éloigner et d'aller dans une autre pièce ou de s'éloigner pour aller explorer plus loin.
OK? Donc, ça pourrait être une porte de sortie qui ne serait pas d'inhiber le comportement nécessairement, mais plutôt d'apprendre une autre alternative. OK? Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que le chien apprend à ne plus japper parce qu'on lui envoie un coup de jus quand il est en train d'aboyer. La question peut être résolue de façon plus sophistiquée que ça. Par la suite, on a demandé des livres de référence. Je pourrais essayer d'en envoyer quelques-uns par la suite ou si vous nous les... En fait, si vous voulez nous demander par courriel, je vais les envoyer, mais j'utilise beaucoup de livres de référence qui sont en anglais sur les théories de l'apprentissage, donc les théories un peu fondamentales. Et personnellement, ben, je lis beaucoup de livres sur l'éthique et sur l'épistémologie. Donc, si vous voulez, je peux aussi envoyer les références. Donc, souvent, ce sont les livres de référence, c'est-à-dire ben, ceux qui sont, euh, par exemple, utilisés dans les universités, qui vont nous permettre d'aller un peu plus profondément dans le sujet sans lire les commentaires des autres sur qu'est-ce que devrait être tel ou tel concept. Euh, donc, il y avait par la suite une autre question qui était ben, quand est-ce que les aversifs sont nécessaires? Ben, dans les faits, les aversifs, on les utilise déjà à titre d'éducateur positif dans la vie de tous les jours. Il y en a déjà et non seulement qui sont présents dans l'environnement sans qu'on le veuille, mais aussi qui sont utilisés, mais juste pas qualifiés comme tels. OK? C'est-à-dire que ben, si on utilise un harnais avec une attache frontale, OK, ou le chien lorsqu'il tire, c'est désagréable, c'est un aversif, OK? Si on utilise le fait d'ignorer un chien qui est en train d'aboyer pour avoir de l'attention, ben c'est aversif pour l'individu. OK? Donc imaginez que vous essayez d'entrer chez vous et que votre clé ne fonctionne plus. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Toutes les portes sont fermées, vous pouvez plus rien faire, vous n'avez plus accès à votre maison. Est-ce que vous trouveriez que c'est pas grave? OK? Parce que maintenant, une stratégie qui a toujours fonctionné par le passé pour vous sentir en sécurité, avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, a toujours fonctionné. Maintenant, ça fonctionne plus. Donc, souvent, on qualifie l'extinction comme étant moins pire que tant d'autres choses, alors que selon moi, ça dépend absolument du contexte pour l'individu. Donc là, on pourrait dire, ah ben, tu peux crier, pleurer dehors, faire tout ce que tu veux, c'est juste de l'extinction. Tu n'as plus accès à ta maison. C'est tout. Mais pourtant, quand un chien aboie parce qu'il veut nous signifier quelque chose, ben, on mentionne l'extinction comme si de rien n'était. Donc, c'est vraiment une question aussi culturelle des termes qu'on utilise et qu'on ne veut peut-être plus voir comme tel ou que ça a tellement été normalisé que ça en vient bien, en quelque sorte. Donc, quand est-ce que les aversifs sont nécessaires? Ben, je pense que c'est peut-être pas la bonne question, étant donné qu'ils sont déjà utilisés peu importe qu'est-ce qu'on fait, et même de façon consciente, et que, selon moi, qu'est-ce qui compte plus, c'est tous les facteurs de protection qui sont autour des méthodes qu'on utilise, OK? Et peu importe quelle est la méthode, d'après moi, c'est qu'est-ce qui permet de davantage favoriser le bien-être que la méthode en soi. Euh, donc, il y a Manon qui a pas une question, mais un commentaire que je trouve qui est intéressant. Donc, si chacun décide de ce qui est aversif sans connaître la définition, ça en devient dangereux. Donc, je pense que ça peut être le cas dans tous les sens. C'est-à-dire que, comme j'ai dit un peu plus tôt, ben, il y a déjà des aversifs qui sont utilisés, peu importe euh, un peu le courant idéologique dans lequel on se trouve. Donc, ça semble peut-être pas être la question. La question semble peut-être être davantage la forme, ok, dans laquelle ils sont utilisés, et semble peut-être aussi être davantage axé sur l'intensité, ok, donc dans les débats actuels. Personnellement, un truc que j'aimerais rajouter, ça serait aussi la question de la perception du chien, ok, et qu'est-ce que ça lui apporte. Donc ça, je pense que c'est aussi important dans les débats actuels. Euh,
Désolée, je suis en train de passer dans le chat, donc je suis pas en train de partir dans les vapes. Euh, il y a une personne qui demande comment on fait pour apprendre la bonne réponse à un chien avant une punition positive. Ben, personnellement, j'utilise des gens pourraient contredire ça et je serais en partie d'accord, mais ce que j'utilise le plus, c'est le processus de renforcement négatif, c'est-à-dire où ce que je vais utiliser, si j'ai à le faire, c'est un inconfort qui va mener à une résolution que le chien connaît déjà. OK? Donc, c'est-à-dire, par exemple, ben, peut-être que qu'est-ce que je pourrais utiliser, c'est une tension sur la laisse, qui veut dire de revenir vers moi, et par la suite, ben, le chien va être récompensé. Mais la tension sur la laisse, au départ, on va pas se mentir, c'était désagréable, c'est quelque chose que le chien souhaite éviter. Et lorsqu'il finit par revenir vers moi, ben, à ce moment-là, je relâche la tension sur la laisse, je marque et je récompense. Donc ça, c'est un processus que j'ai tout le temps utilisé, mais s'il est utilisé sous d'autres formes, ben tout d'un coup, ça devient totalement diabolique. Donc à ce moment-là, ben c'est de réutiliser un peu les mêmes principes, mais ailleurs, et je vous dirais pas nécessairement de d'y aller sans aucune notion, avec intensité maximale. Je pense que si c'est des éléments que vous avez moins vus, moins utilisés, ben peut-être que ça vaudrait la peine de prendre des formations à ce sujet-là, mais malheureusement, souvent, ça demande d'aller peut-être prendre des formations auprès des personnes que vous avez peut-être pas respectées par le passé. OK? Mais je pense qu'il y a de très bonnes choses à aller chercher parce que de plus en plus, il y a une question qui est abordée avec ces méthodes-là, qui est la question du bien-être et de l'observation subjective du langage du chien, c'est-à-dire comme qu'est-ce qu'on voit dans le langage du chien. On veut que le chien soit qu'il ait l'air détendu, on veut qu'il ait un côté ludique, on veut qu'il ait l'air emballé par sa vie, on veut pas qu'il ait l'air complètement à terre. Donc à ce moment-là, ben ça, c'est de plus en plus priorisé, ça apparaît de plus en plus dans ce type de formation-là, mais souvent, vu qu'on les suit pas, on le sait pas. Donc c'est comme si c'était euh, depuis quelques années, pas totalement deux mondes qui se parlent pas, mais deux mondes qui se parlent pas beaucoup, qui évoluent en parallèle et qui se comprennent plus. Euh, il y a une personne qui me demande, Simone, est-ce que tu connais des entraîneurs qui utilisent les aversifs de manière intelligente? Oui, on le fait déjà, même si on dit utiliser que les méthodes positives. Donc, par exemple, si on utilise un processus d'entraînement où on vient créer une tension sur la laisse, et ça fait très longtemps que j'en parle. Il y a un processus de tension sur la laisse. Le chien relâche la tension, on marque, on récompense. Ben, on a utilisé un aversif. OK? Donc, l'aversif est présent. Et je pense que souvent, les cas dont on entend parler, c'est les cas où ben, il y a probablement eu de l'abus parce que l'abus existe. C'est les cas où ça n'a pas été utilisé à bon escient avec peut-être moins de compétences. Je pense que c'est possible des deux côtés avec peut-être, oui, plus de risques d'un autre côté parce qu'il y a plus de risques de généralisation chez, chez l'individu, chez le chien entraîné. Mais je pense que si on s'en tient à du renforcement négatif à basse intensité, que les risques sont vraiment modérés. Euh, Mireille, je vois que tu as beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc, peut-être que la conférence de demain, si jamais tu peux y assister ou l'écouter en rediffusion, va pouvoir t'apporter certaines réponses parce que c'est justement là où on va décortiquer un peu certains termes qu'on utilise souvent. Euh, Célia qui mentionne, je trouve qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui pensent avoir la vérité, vrai. Je suis ravie de voir qu'on peut trouver des éducatrices ouvertes d'esprit avec lesquelles on peut vraiment discuter. Euh, je pense que qu'est-ce qui ne facilite pas la discussion à l'heure actuelle, c'est vraiment le climat de peur un peu qui entoure le fait d'appartenir à un clan ou à un autre et qui par la suite peut nous empêcher de vouloir soit poser des questions,
soit vouloir discuter, soit vouloir prendre des formations ou essayer certaines choses. Puis, je veux dire, je ne peux pas douter de cette peur-là parce que, j'ai vécu dans les dernières journées des trucs assez intenses, mais de simples personnes qui ont liké mes publications se sont vues menacées elles aussi. Donc, je pense que c'est cette espèce de d'aspect tribal-là qui rend le tout aussi toxique. Puis je pense que souvent, un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'on n'a pas tous la même façon d'aborder le monde, pas tous la même perspective, que la question du bien et du mal, ça fait des milliers d'années qu'on en traite et on n'a jamais trouvé la réponse. Donc après ça, d'aller imposer nos valeurs morales à d'autres sous bâillon, sous la menace, ben moi je trouve que c'est encore plus dangereux que qu'est-ce qu'on dénonce. Euh, donc voilà. Euh, je vais répondre à une dernière question qui n'a pas rapport avec la conférence de la journée. Donc, euh, Comment tu fais pour rester calme dans tout ce tumulte? Je pense, ben, premièrement, que j'ai la chance d'être supportée et par des proches immédiats. Donc, je pense que la question sociale est vraiment importante quand on parle de résilience. Euh, j'ai aussi du support qui est extérieur, dans le sens où il y a d'autres entraîneurs qui me supportent, donc des personnes qui vont peut-être pas se prononcer publiquement, mais qui m'écrivent des messages. Donc, je pense que ça aussi, ça aide. D'un autre côté, ben, je pense que j'ai souvent été dans des conditions difficiles au niveau personnel. Tu sais, je veux pas m'étendre sur le sujet, mais par exemple, mes deux parents étaient sur l'assistance sociale, ok, dans un contexte de pauvreté. Donc, je peux vous laisser un peu imaginer toutes les situations qui peuvent en découler. Donc voilà, donc je vais pas m'étendre trop sur ma vie, mais je pense que ça a été très formateur pour par la suite être en mesure de rebondir, que ça fait pas en sorte qu'il y a pas certains éléments qui me touchent pas, mais que je vais arriver peut-être à relativiser et à rebondir peut-être un peu plus facilement que les autres. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, dans le respect, dans les questions, et j'espère qu'on va pouvoir se revoir demain pour une autre conférence où on va venir décortiquer des concepts qui sont pour moi importants quand on parle de bienveillance, de coercition, d'aversif, de punition, d'éthique, parce que ces mots-là, on aime ça les faire sortir de notre bouche, mais souvent, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent dire et ça mène à des conflits un peu, selon moi, inutiles. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et merci d'avoir été avec moi.